Bonsoir, aujourd'hui 15 avril 2015, dans l'actualité yvelinoise, l'Institut Véhicules Décarbonés Communicants et leur mobilité fête ses 1 an. Depuis Versailles, il regroupe des acteurs industriels, académiques et du monde de la recherche autour de la conception de l'automobile du futur. Bilan et projet avec son directeur général, invité du journal. La start-up yvelinoise WazeUp, en plein essor, présente sur le marché du covoiturage domicile-travail. Elle vient de se voir décerner un nouveau prix qui récompense son choix de miser sur un partenariat avec les entreprises. Et puis, clôture de la semaine des handicaps à Elancourt pour le dernier jour des associations sportives mobilisées du côté de la Clé de Saint-Pierre. L'ancien ministre de l'Éducation et de l'Économie sociale, aujourd'hui député des Yvelines, Benoît Hamon, tacle une nouvelle fois le président Hollande. Dans une interview accordée à Paris Match et publiée aujourd'hui, il estime ce dernier incapable de figurer au second tour de la présidentielle de 2017 pour le Parti socialiste. Il demande une nouvelle fois une inflexion plus sociale de la politique menée et estime que bon nombre des solutions portées par la gauche n'ont pas encore été tentées. Le gouvernement qui vient en tout cas de voir son projet de loi santé validé en lecture solennelle à l'Assemblée hier. Le texte prévoit des paquets de cigarettes neutres, des étiquettes nutritionnelles simplifiées sur les produits alimentaires ou encore la création de salles de shoot. Et puis la généralisation du tiers payant d'ici à novembre 2017. Que pensez-vous de cette dernière idée? C'est notre question du jour. C'est pas très normal en fait. C'est pas les médecins qui devraient avancer les frais. Soit c'est la Sécu, soit c'est la mutuelle, soit c'est les patients, c'est pas les médecins. Je préfère quand même garder le régime actuel. Certains disent qu'il y aura des abus de certaines personnes, donc je ne sais pas. J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Là, je suis carrément pour, ouais, bien sûr, puisqu'on n'avance plus d'argent et c'est plus intéressant. Je crois que c'est pas une bonne chose pour les médecins. Je pense que ça leur fait pas mal de paperasserie, Et les généralistes, de nos jours, on en a de moins en moins. Même en région parisienne, ne serait-ce que sur Montigny-le-Bretonneux, il y en a qui s'en vont à cause justement de ce que la sécurité sociale veut leur imposer. Donc je serais plutôt de leur côté sur ce coup-là, ouais. Oui, parce que je trouve que c'est normal que les gens n'aient pas avancé d'argent. Le texte de loi sur la santé doit maintenant être adopté par le Sénat en procédure accélérée. Ce devrait être chose faite d'ici à juillet. Santé, toujours avec le recrutement d'une quinzaine de médecins territoriaux dans les Yvelines par le conseil départemental afin d'assurer des missions de consultation mais aussi de participer à la prévention et à la protection de l'enfance. Candidature à envoyer à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Les postes sont à pourvoir à Plaisir, Trappes, Mantes-la-Ville, Les Mureaux ou encore Montfort-l'Amaury et Versailles. Le conseil départemental qui embauche mais qui annonce également devoir faire des économies. Le vote du budget aura lieu ce vendredi. La baisse de la dotation de fonctionnement versée par l'État inquiète. 165 millions de pertes, soit 17% des recettes globales. La priorité sera donnée au déploiement du très haut débit pour tous, au développement d'un cadre de vie de qualité et à l'accompagnement des grands projets d'infrastructures propices à l'attractivité des Yvelines, souligne Pierre Bédier, le président. Les déclarations d'impôts, c'est en ce moment, du moins par Internet. Ouverture du service ce matin. L'an dernier, sur les quelques 37 millions de foyers fiscaux en France, 13 ont effectué leur déclaration de revenus par ce biais. Bercy pousse pour que la déclaration en ligne devienne progressivement obligatoire sur 4 ou 5 ans, en commençant par les plus hauts revenus. Une fois encore, les télédéclarants disposent d'un délai supplémentaire. La date limite est fixée pour eux dans les Yvelines au 9 juin. Pour ceux qui continuent à opter pour une déclaration papier, l'échéance est fixée au mardi 19 mai. On laisse de côté la finance pour l'innovation avec notre invité Antoine Mullender. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de VDCOM. VDCOM qui fête son premier anniversaire. VDCOM pour véhicules décarbonés, communicants et leur mobilité. Installé à Versailles. Et pour faire simple, vous ambitionnez d'être le leader européen en matière d'innovation dans les domaines des véhicules électrifiés, des véhicules autonomes et connectés. Le véhicule de demain, le véhicule du futur. Alors 1 an après le passage en Institut pour la transition énergétique, avez-vous réussi votre pari? Êtes-vous le leader européen aujourd'hui? Non, malheureusement, on l'ambitionne. On a 1 an de vie réellement. On a la chance d'avoir été incubé pendant 4 ans par le pôle de compétitivité Moveo. Donc c'est un peu un départ lancé. L'UVSQ nous supporte, tous nos fondateurs nous supportent, le conseil départemental des Yvelines nous a supportés. Donc maintenant on est dans la vraie vie, on démarre. Il y a déjà des bonnes réussites, mais c'est un tout début. On va parler de ces réussites. C'est un partenariat public-privé, vous l'avez souligné, département des Yvelines, les agglomérations, que ce soit Versailles, Grand Parc ou encore 50 ans en Yvelines. Du côté des entreprises, est-ce que les constructeurs, les groupes, les PME jouent le jeu, participent aussi? Bien sûr, donc on a la chance d'avoir des grands groupes comme Renault, PSA, mais également des équipementiers, Valeo, et puis des académiques de renom.
qui nous supportent et qui nous ont toujours supportés. Donc il y a une constance dans le domaine. Comment ça se passe concrètement, votre travail? C'est-à-dire que ce sont des chercheurs de ces différents groupes, que ce soit PSA, que ce soit Renault, qui mettent à disposition des chercheurs. Comment s'élaborent les projets et comment vous travaillez? Alors on travaille d'abord tous ensemble, ce qui est une particularité. Et je remercie d'ailleurs Versailles de nous accueillir. C'est une espèce d'immeuble d'ébullition où il y a effectivement des cadres supérieurs de PSA Renault, des thésards, des designers qui travaillent tous ensemble dans une collectivité. Alors il y a des projets qui sont déterminés, donc on a une vraie feuille de route. Mais néanmoins, la créativité se fait au petit déjeuner, au café, à l'interpause. Et je crois que c'est ce qui fera la force de VDCOM. Il y a des réalisations concrètes, justement, qui ont été présentées? Alors, il y a un certain nombre d'abord de résultats déjà de thèses qui sont déjà disponibles. Il y a déjà eu des rapports qui ont été établis. Mais maintenant, on va plus loin. On a 3 grands projets en cours. Le premier sera l'ITS Bordeaux. On aura un deuxième très gros projet qui arrivera en juillet prochain sur le site de Satori, pour nous ancrer au niveau du territoire avec un atelier d'électrification. Là, ce sera vos locaux définitifs, cette fois-ci, 2016. Et en oui, plutôt début 2017, on sera chez nous. Vous venez de fêter donc la première année d'exercice. À cette occasion, un véhicule aussi a été présenté à Versailles la semaine dernière. Regardez ce reportage et puis on détaille tout ça juste après. Cette voiture électrique conduite par Anne-Charlotte Nicou a une particularité, elle peut aussi se conduire sans chauffeur. Un véhicule totalement automatisé, bourré de capteurs qui prennent tout en charge à la place du conducteur. Un peu à l'image d'un être humain, la voiture, pour conduire, a besoin de percevoir son environnement. Donc ce sont les capteurs de perception qui jouent ce rôle-là. Donc celle-ci a une vision à 360 degrés afin de minimiser le risque d'englement, voire même supprimer complètement. Elle a besoin également de se localiser, donc ce sont le but des capteurs de localisation, puisque vous avez besoin de savoir où vous êtes et quel est l'environnement autour de vous. Et enfin, elle doit prendre des décisions. Donc ce qu'on appelle le module de supervision, ce sont toute l'intelligence embarquée et tout le cœur de nos algorithmes. Ce véhicule prototype est l'une des grandes fiertés de VDCOM. Il est testé sur les pistes de Satori. L'Institut de transition énergétique a été lancé il y a 1 an. Il travaille sur toutes les questions de mobilité, d'électrification, d'automatisation et de connectivité des voitures du futur. On a les grandes entreprises de l'automobile française qui sont fondateurs de VDCOM, des grands instituts de recherche, et puis également des PME et bientôt des start-up. Donc c'est un écosystème de près de 40 membres qui travaillent ensemble tous les jours. Un mariage entre secteur public et privé, entre petites et grandes entreprises, entre chercheurs et ingénieurs qui portent ses fruits. Aujourd'hui, l'Institut emploie un peu moins de 100 personnes. Ils seront plus de 150 à la fin de l'année et il est prévu encore une centaine d'embauches d'ici 2016. Pour fonctionner, VDCOM, qui fait partie du PIA, le plan d'investissement d'avenir, dispose d'un budget de 19 millions d'euros. Ce budget est en croissance, donc sur 3 ans, et l'ensemble de VDCOM est financé à 10 ans pour globalement une centaine de millions d'euros. Quand l'État met 1, les industriels mettent 1. Ça, c'est le principe de base du financement de VDCOM. Reste une interrogation, à quand une voiture sans conducteur sur route? Pour l'heure, c'est interdit en France et en Europe. Seul l'État du Nevada aux États-Unis a donné cette autorisation pour la Google Car. Mais l'avenir s'annonce radieux pour VDCOM. En octobre prochain, la ville de Bordeaux va accueillir le Congrès mondial des systèmes automatisés et les responsables en sont persuadés, les derniers leviers législatifs devraient se lever. En attendant, VDCOM travaille également sur un pôle d'excellence qui ouvrira à la fin de l'année à Satori pour préparer cette fois les moteurs électriques de demain. Ce salon mondial dédié au transport intelligent qui va se tenir à Bordeaux, ça va être un tournant parce qu'il y a un blocage législatif, ça a été évoqué dans le reportage. Oui, je crois que Bordeaux, c'est avant tout une démonstration, c'est pas de l'exploitation. Donc, VDCOM a pour d'abord objectif, c'est de fournir des briques technologiques et effectivement d'essayer de déverrouiller en fait les verrous qui permettraient de ne pas le faire. Donc, pour la démonstration de Bordeaux, le véhicule autonome, la première priorité, c'est la sécurité. Donc, effectivement, c'est aussi l'occasion avec l'État. Il y a une commission interministérielle qui travaille avec nous pour nous donner, à l'occasion de Bordeaux, des autorisations qui vont nous permettre effectivement de rouler suivant les conditions que l'on déterminera. De rassurer les pouvoirs publics, de rassurer éventuellement les assureurs. C'est surtout nous rassurer les clients qui achèteront des voitures, qu'on ne mettra aucun véhicule dans la rue sans en avoir
valider l'ensemble de son dispositif sécuritaire. Le but de VDCOM, quand on voit le véhicule prototype qui a été présenté, c'est pas au final de commercialiser ce genre de prototype, c'est de permettre l'utilisation des technologies par tous vos partenaires. Tout à fait, c'est fédéré. Donc l'objet que vous avez vu, c'est en fait un laboratoire roulant qui permet d'accueillir l'ensemble de nos partenaires et de capter la meilleure technologie française pour pouvoir ensuite en faire une synthèse qui soit effectivement robuste pour pouvoir le redonner en fait à ceux qui vont industrialiser. Ces véhicules indépendants, autonomes, en tout cas, on peut les imaginer pour quand sur la route? Je crois que le mieux, c'est de poser la question aux constructeurs, puisque c'est bien eux qui le commercialiseront. Donc nous, on va fournir, et je pense que dans le domaine, c'est très exponentiel. Et sur le les domaine briques technologiques déjà, c'est prêt? C'est prêt déjà? Ça dépend de quel niveau vous pouvez, entre une voie privée et une voie publique, suivant les vitesses que vous évoquez, il y a une roadmap, elle est à déployer, il y aura des cas faciles qui seront disponibles certainement assez rapidement. Là, VDCOM, le projet, on parle d'un an d'activité véritablement, mais c'est un projet sur une dizaine d'années. Ah, tout à fait, c'est absolument pas le court terme, c'est un investissement long terme, c'est pour ça que les partenaires nous financent, l'État aussi, et en particulier pour investir. Donc on investit dans la durée et c'est pour ça qu'on s'ancre effectivement à Satory et à Versailles pour y rester avec des moyens physiques et pour que ça soit pérenne. Et le département des Yvelines, c'est le premier département automobile de France, 45% des emplois automobiles d'Île-de-France, 150 entreprises du secteur générant près de 45 000 emplois qui y sont implantés. Et pour garder ce dynamisme, en tout cas éviter à la filière de s'effondrer, et pour le département c'est important, VDCOM prend tout son sens aussi. C'est pour ça qu'il faut s'implanter dans les Yvelines et c'est pour ça que vous êtes là? Oui, parce qu'on a un écosystème extraordinaire. Il y a la vallée de l'automobile, il y a le Grand Paris, tout ça, ça bouge. On a déjà 100 personnes donc, au sein de VDCOM. L'objectif, c'est 250 dans quasiment 2 ans. Donc ça y est, on est là et on a tout l'écosystème autour de nous pour réussir. Écosystème, environnement, ça veut dire aussi Environnement, bien sûr, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur des véhicules électriques. C'est pas uniquement faire du véhicule autonome, c'est faire de l'écomobilité et de la multimodalité. Prochaine étape, l'installation dans les nouveaux locaux, ça aussi, ça va changer beaucoup de choses. Oui, j'espère qu'il y aura des étapes avant. Intéressant. C'est quoi votre calendrier? Parce qu'à l'étranger aussi, on s'intéresse au projet VDCOM, par exemple. Il y a eu une demande des autorités brésiliennes aussi auprès de VDCOM. Oui, je crois que notre objectif aujourd'hui, de toute façon, c'est de capter l'intelligence où se trouve l'intelligence et de trouver les meilleurs, l'excellence à l'endroit où elle se trouve. On est ancré sur le territoire, mais ça ne nous empêchera pas de travailler effectivement avec les intelligences diverses dans le monde. La France est à la pointe de toutes ces technologies, que ce soit sur l'écomobilité, que ce soit sur les véhicules autonomes? Je pense que la France n'a absolument pas à rougir. Je pense que l'urgence, c'est d'aller vite, ne pas se disperser. Mais je pense que la France a aujourd'hui techniquement tous les atouts pour réussir. Et financièrement, VDCOM est une structure pérenne, malgré les difficultés financières, que ce soit les dotations de l'État qui soient diminuées. On en parlait tout à l'heure du conseil départemental qui va devoir trouver de l'argent ailleurs aussi. Pour l'instant, l'anniversaire a été un bonheur pour nous. Des mots ont été prononcés, on vous aime et l'amour. Mais au-delà des déclarations, voilà, il faut et l'amour, c'est il faut aussi effectivement donner des signes d'amour. Et je pense qu'on a un certain nombre de signes d'amour qui font que, pour l'instant, je suis assez rassuré vis-à-vis de la pérennité de VDCOM. Sur l'avenir de la structure. Merci d'être venu nous présenter le travail qui est mené depuis un an par VDCOM, le véhicule du futur, pas forcément pour demain, mais après-demain, c'est quasiment sûr. Merci à vous. Focus sur une entreprise à présent. Hier, dans les locaux d'Ilty à Manille-les-Hameaux se tenait la remise des prix du Waze Up Tour, un défi lancé par une application de covoiturage inter-entreprise. Mélanie Poquet et William L. Il est passé de main en main. Ce petit klaxon, c'était la mascotte du Waze Up Tour, le moyen de prouver qu'un covoiturage avait été effectué. Le Waze Up Tour, c'était le défi lancé par une jeune start-up pour développer le covoiturage inter-entreprise. Waze Up Tour, c'est 15 000 personnes qui ont été impactées par la communication. On a à peu près 200 nouveaux inscrits sur la plateforme. C'est environ 700 messages échangés et c'est surtout 30 nouvelles personnes qui se sont mis à covoiturer. Sur Saint-Quentin, en Yvelines, 3 entreprises étaient concernées. Le Technocentre de Renault, le Crédit Agricole et l'entreprise d'outillage en bâtiment Ilty. On avait l'occasion d'avoir des voisins, Renault et Snecma, qui eux aussi voulaient covoiturer avec ce site. Et ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que en fait, Waze Up est quand même un site bien adapté au covoiturage domicile-travail.
Mon trajet boulot-travail, c'est aux alentours de 20 km. Pour moi, c'est un petit peu fatigant. Du coup, c'est bien de trouver quelqu'un pour partager avec lui ce trajet-là. On partage des choses avec. Parfois, on se raconte des histoires, de la vie personnelle, un petit peu aussi pour le travail. Près de 30 000 utilisateurs sont aujourd'hui référencés sur toute la France. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, 8 personnes sur 10 trouvent un covoitureur. Transport toujours, mais du côté des aménagements routiers, des nouvelles du chantier du doublement de la RD30 à Plaisir, à compter de ce vendredi. Des travaux d'aménagement du futur pont de la rue Jules Régnier vont démarrer pour une durée d'environ 15 mois. Le pont de 25 mètres de long permettra de franchir la RD30 à l'emplacement du carrefour actuel. La circulation sera maintenue. Une petite déviation sera toutefois mise en place. Culture, Jean-Louis Poitvin signe un ouvrage consacré exclusivement à la sculpture de Nicolas Sane, un Saint-Quentinois originaire de Rodez. Une géométrie incidente, c'est le titre de cet ouvrage qui retrace une carrière longue de près de 30 ans. Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Un livre rien que sur l'œuvre de Nicolas Sane, 2 ans d'écoute et d'observation pour le critique d'art Jean-Louis Poitvin. Une géométrie incidente, le titre de ce livre pour retracer le travail si particulier du sculpteur qui modèle l'acier comme personne auparavant. Effectivement, il y a une invention. Il y a un style, il y a quelque chose. Quand il n'y a aucun autre sculpteur français, alors on pourrait, mais même si on regarde chez les sculpteurs qui vont utiliser en partie les mêmes matériaux, un Mardi Souvero par exemple, etc., on va bien voir que non, les questionnements ne sont pas les mêmes. Il a posé une véritable question, jusqu'où peut-on aller dans l'équilibre dès lors que l'on met en jeu des forces incommensurables avec cet équilibre. Je veux simplement aller jusqu'au bout de ce que je peux faire aujourd'hui. Et demain, je pourrais aller encore plus loin parce qu'il sera demain. J'aime cette idée de se donner pleinement dans ce qu'on fait. Parce que c'est comme ça que je conçois les choses de mon existence. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien compris que je pouvais être aussi à la limite de ma propre vie. Nicolas Sane travaille seul dans son atelier saint-quentinois. Il dessine, il calcule, il expérimente, il monte et il regarde. Lui, le natif de Rodez, né de parents agriculteurs, reproduit sur l'acier les sillons de son enfance. Venant de la terre, j'ai besoin d'avoir ce contact direct avec la matière. Et c'est aussi une réponse pourquoi je fais la sculpture. Ce qui lie mon travail depuis le début, c'est la ligne. Alors ça peut être la ligne qui est celle qui est tracée par une herse dans un champ et qui dessine un paysage. Et lorsque j'étais étudiant, quand je faisais des grands tableaux noirs, inconsciemment, j'essayais de retrouver ça. Ce livre retrace 30 ans de carrière, un accomplissement dans la vie d'un artiste, même si rien n'est encore fini. Il y a plusieurs façons de faire de l'art. Il y a des gens qui travaillent de manière spontanée ou impulsive. Moi, je pense qu'une véritable œuvre d'art, elle se passe dans le temps, dans la durée de notre temps. Et pour cela, et pour faire de l'art, en fait, avant tout, il faut se comprendre. Je ne sais pas ce que le temps me réserve d'espace pour travailler, mais en tout cas, chaque minute est consacrée à travailler. Dans le cadre de la semaine du handicap, la ville d'Élancourt a proposé plusieurs animations de sensibilisation. Samedi dernier, c'est l'équipe éducative de l'IFEP d'Élancourt qui a organisé une journée de sensibilisation, d'échange, principalement autour du sport, pour répondre à toutes les questions que le public peut se poser. Mélanie Poquet et Florane Parfait. Allez, vas-y. Encore toi. Tire, vas-y. Ouais, c'est pas mal. Se déplacer en fauteuil, pas facile quand on n'est pas habitué. On dit qu'ils vivent mal, mais en fait ils vivent bien, comme nous en fait, mais juste un petit peu moins bien. Ce que je trouve un peu compliqué, c'est essayer de tourner dans tous les sens. Sensibiliser au handicap de manière ludique, c'est tout l'intérêt de cette journée organisée par l'association Insertion, Formation, Éducation, Prévention d'Élancourt. Pour l'instant, c'est des choses qu'ils abordent pas trop. Parce que la plupart d'entre eux n'ignorent pas, mais bon, il y a des jeunes qui sont en situation de handicap sur le quartier, mais ils ne les considèrent pas forcément comme handicapés. On va dire qu'il y a un tabou autour de ce mot-là. Pour lever un peu de ce tabou, le public, principalement composé d'enfants, a pu s'entretenir avec des personnes en situation de handicap. Ce qui est marrant, c'est le regard des enfants qui disent « Pourquoi tu pédales avec les bras? Tu as les jambes cassées ?» Donc ils ne comprennent pas qu'on est handicapé. Et le handicap, c'est compliqué. Et je trouve que c'est nécessaire
de faire découvrir le handicap, de faire voir autre chose que des handicapés qui ne bougent pas. Donc faire découvrir le monde de l'handicap à travers le sport. En 2012, la Fédération française handisport comptait plus de 31 000 licenciés à travers la France. Chaque année, dans plusieurs communes de France, dont celle de Manille-les-Hameaux, des opérations de nettoyage de printemps sont organisées. Le moins que l'on puisse dire d'année en année, c'est que la quantité et la nature des détritus a toujours de quoi surprendre. Mélanie Poquet l'a constaté. Le beau temps n'était pas au beau fixe ce matin-là. Mais pas de quoi décourager les 32 bénévoles manicois venus donner un coup de propre à leur commune. Sacs poubelles, gants et chaussures de marche, ils partent pour 1 heure sur 2 circuits forestiers et un urbain. Je pense qu'il y a plus de gens qui devraient participer. Moi je suis étonné qu'il y ait... il y a quand même déjà pas mal de monde, mais j'aurais pensé qu'il y aurait plus de gens. Parce qu'effectivement, le problème c'est que c'est la majorité qui jette des papiers, des canettes, tout ça, et c'est pas eux qui vont venir ramasser en fait. Papier et bouteilles sont les principaux déchets, mais parfois, les objets collectés sont plus inhabituels. Mise en place depuis une quinzaine d'années, cette initiative permet de compléter le travail des équipes municipales. Les services techniques le font à longueur d'année, mais on ne peut pas aller par exemple dans les fossés, dans les bas-côtés, rentrer dans les 10 premiers mètres de la forêt. Voilà. Donc là, les équipes ramassent sur un peu plus large que les bords de route et de chemin. Les détritus collectés ont ensuite été triés, puis envoyés en déchetterie ou en centre de valorisation. Mais quoi qu'il en soit, la leçon du jour, c'est Lilian, 3 ans et demi, qui nous la donne. Alors il faut jeter où ? À la poubelle. Ok. Pour finir ce journal, la petite phrase politique du jour, elle est signée de l'ancien ministre de l'Éducation et de l'Économie sociale, aujourd'hui député des Yvelines, Benoît Hamon, qui a taclé donc une nouvelle fois le président François Hollande. Dans une interview accordée à Paris Match publiée aujourd'hui, il estime ce dernier incapable de figurer au second tour de la présidentielle en 2017. Il demande une nouvelle fois une inflexion plus sociale de la politique menée par les socialistes, par le gouvernement. Il estime que bon nombre des solutions portées par la gauche n'ont toujours pas été tentées, alors que s'approche bien évidemment le congrès des socialistes au mois de juin qui devait être plutôt tendu la veille des élections régionales de la fin de l'année. Ce sera en décembre. Prochain journal demain, jeudi aux mêmes horaires. Replay sur notre site internet pour toutes nos éditions et nos différents reportages. Tout de suite, c'est Kiosque, l'hebdomadaire de la culture, présenté, préparé par Catherine Zulato. Belle soirée.